Eh oui, il va peut-être pleurer parce qu'il n'a pas son bonbon avant le repas. Il va peut-être même faire sa crise parce que il voulait partir en mobilette et qu'on lui dit non. Voilà, la mobilette, là, pour aller jusque-là, c'est trop dangereux. Hmm. Ouais, vous savez, tout mon bonheur, vous me gâchez la vie. Ben oui, donc parfois, les parents, on est obligés de, entre guillemets, gâcher la vie de nos enfants Ouais. parce qu'on les aime. Mhm. Bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne m'ait rien appris. Du coup, mon objectif est de partager des échanges riches et inspirants avec vous pour qu'ils puissent vous permettre aussi de grandir. Je suis Doudou7 et vous écoutez le Café Change. Alors, Diane, est-ce que vous pouvez vous présenter juste? Ben, me présenter, je suis psychologue et psychanalyste. D'accord, ok. Depuis combien de temps? Oh, ça fait quand même un nombre certain d'années. Un nombre certain. Je ne suis pas de la première jeunesse. Ouais, ouais, vous n'êtes pas une psychologue qui sort de l'école. Pas vraiment, non. Mais du coup, tant mieux parce que ça veut dire que vous avez pu en rencontrer des situations, des cas à traiter ou à accompagner plutôt, en tant que psychologue. Et du coup, Diane, j'aimerais savoir, parce qu'on avait déjà un peu vu de quoi est-ce qu'on aurait pu parler, on avait commencé à échafauder quelque chose autour de la famille, Oui. autour du bien-être de l'enfant. Ah, ce grand mot, hein, ce grand Exactement. mot d'aujourd'hui, l'enfant doit être heureux. Voilà, l'enfant doit être heureux, ce côté aussi, le bonheur aussi en soi qui devient un bonheur intéressant, imposé peut-être même. En fait, il faut être heureux même lorsqu'on se fait licencier de nos jours. On part pour une nouvelle aventure. C'est plus Oui. un licenciement, Ce qui c'est n'est un pas re... faux, hein. Voilà, donc C'est bien une nouvelle aventure, mais non, mais c'est vrai que c'est important, cet impératif qui circule comme ça, qu'un enfant, pour être un bon parent, il faut avoir un enfant heureux. Euh, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Est-ce que être heureux, c'est d'avoir toujours tout ce qu'on veut? Mhm. Ou bien être heureux, c'est être finalement, avoir des parents qui vous guident, qui vous aiment et qui vous aiment, c'est aussi guider pour pouvoir accepter, oui, les coups durs de la vie, s'épanouir, trouver sa voie, suivre son chemin. Je pense que voilà, c'est un mot, le bonheur, c'est un mot très, très, très galvaudé, Mhm. dans le sens que c'est le bonheur, ça ne veut pas dire d'avoir tous les jours exactement tout ce qu'on veut, comme on veut, à l'heure qu'on veut. Ouais, ouais. Ce qui s'est un peu passé finalement avec la grosse période de l'enfant roi. Ben oui, et puis ça, cet enfant roi, un petit peu, c'est ce dont je parle dans mon dernier livre, cet enfant roi a évolué, on a parlé après, les psychologues ont parlé de l'enfant tyran, Mhm. et puis ben, je vous avouerai que moi, j'en suis à parler de l'enfant Dieu, c'est encore autre chose. Hein, C'est le niveau l'enfant Dieu, supérieur. c'est celui devant lequel on se prosterne. Hein, c'est pas la même chose que le tyran. Hein, l'enfant Dieu, c'est l'enfant que, voilà, il faut vraiment, il est du devoir du parent de répondre aux désirs de l'enfant. Hein, Mhm. donc, il faut euh, se sacrifier, entre guillemets, pour que les choses, ce que l'enfant souhaite, soient, voilà, soient remplies, Ouais, soient accompli. En fait, c'est un peu accomplies. C'est ça. que sa volonté soit faite, j'ai l'impression. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'appelle l'enfant Dieu. C'est vraiment pour que sa volonté soit faite. C'est vraiment ça. Mm. Et donc, évidemment, ça amène toutes sortes de situations très, très paradoxales parce que ben, il faut quand même... ben, une famille, c'est un ensemble d'individus. Mhm. Et il faut que chacun ait un minimum de place pour que sa volonté soit faite. Le petit exemple que je sers beaucoup, c'est ce fameux petit mot d'accord. Vous savez, on Ouais. dit à l'enfant,
voilà, maintenant il faut monter, aller se coucher. D'accord? Alors, si l'enfant dit oui, d'accord, il y a très peu d'enfants qui ont envie d'aller se coucher. Hein. Il y en a, mais c'est quand même très rare. C'est clair. Alors, celui qui dit d'accord est en fait celui qui doit museler son propre désir. Parce qu'il n'ose pas dire non, j'ai pas envie. Et il dit d'accord. Mais son désir est muselé. Il se met voilà. Il se soumet au désir de l'adulte, mais pas parce qu'il doit, mais parce que émotionnellement, on lui demande d'être gentiment d'accord. Alors, celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, bah, on fait quoi, le parent? Bah, il faut quand même aller se coucher. Ouais. Alors, on lui dit, oui, oui, mais bon, enfin, il faut aller. Il faut quand même dormir. Bah, alors qu'on ne lui demande pas son avis. Hein, qu'on dise, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est plus simple pour tout le monde. On ne met pas l'enfant dans une situation compliquée. De choix. Où il doit quoi? Choisir entre son désir ou choisir... Mais non, il y a une règle, quoi. Il y a une heure où on va se coucher, et puis c'est le rôle des parents de mettre un cadre. Et puis, voilà, c'est des toutes petites choses. Vous savez, la vie, c'est construit de mini-événements sur lesquels l'enfant, c'est ça qui fait que l'enfant se construit. C'est pas à travers des grandes théories, c'est des petits gestes du quotidien, des petites façons dont nous, adultes, nous réagissons. Et c'est ça qu'il observe, qu'il regarde et sur lequel il se modèle. Et donc, restons simples et pas tout le temps se dire oui, mais enfin maintenant il va peut-être pleurer parce que je ne lui ai pas donné exactement ce qu'il veut. Eh oui, il va peut-être pleurer parce qu'il n'a pas son bonbon avant le repas. Il va peut-être même faire sa crise parce que il voulait partir en mobilette et qu'on lui dit non. Voilà, la mobilette, là, pour aller jusque-là, c'est trop dangereux. Ouais, vous savez, tout mon bonheur, vous me gâchez la vie. Ben oui, nous, parfois, les parents, on est obligés de, entre guillemets, gâcher la vie de nos enfants parce qu'on les aime. Est-ce que les parents aujourd'hui, en tout cas certains, hein, parce qu'on parle de ces parents-là qui sont dans le cadre où vous essayez d'éduquer un enfant Dieu, est-ce que c'est pas en fait essayer de lui éviter tout type de frustration? Ah ben, c'est ça. C'est un peu ça. Le parent pense que frustrer l'enfant, c'est le rendre malheureux. Alors, vous savez, il y a des courants de psychologie qui sont un petit peu dangereux comme ça, qui vous disent oui, mais voilà, il faut toujours aller dans le sens du positif, aller dans le sens de l'enfant. Ouais, je veux bien, mais ça va quand on a un enfant hyper raisonnable qui se moule dans le désir parental. Mais si on a un enfant, ce que j'appelle moi les enfants champagne, hein, c'est pas la même chose que les enfants eau plate, quoi. Alors les eaux plates, ben oui, ils se moulent dans la forme du verre gentiment, du plastique, de tout ce qu'on veut. Les enfants champagne, et ben le champagne, on le met dans des bouteilles de gros verres. Hein. Donc un enfant champagne, il lui faut un cadre clair, rassurant. Et ce cadre demande, eh ben oui, effectivement, de ne pas dire oui à tout. Et ça fait parfois des grandes colères et des grands fâchés du côté de l'enfant. Ben, oui, mais je ne supporte pas sa crise, disent beaucoup de parents. Oui. Comme si l'enfant qui se fâche est le signe d'un échec du côté du parent. C'est là aussi, vous voyez, c'est comme la colère des dieux, quoi. Oui, c'est ça. Hein, chez les animistes, c'est l'orage, c'est qu'on a fait quelque chose de mal aux dieux. Et alors, ils lancent des pluies torrentielles et des coups de tonnerre, et tout le monde se met à trembler. Mais non, c'est la nature des choses. De frustrer son enfant, ben oui, on ne peut pas dire oui à tout. Mais c'est quoi le profil de ces parents-là? Est-ce que ce sont des parents qui, dans leur propre enfance, ont eu peut-être des problématiques de frustration et du coup, ils ne veulent pas répéter ça, ils ne veulent pas que leur enfant vive ce qu'ils ont vécu? Mais c'est-à-dire qu'il y a de tout, hein, mais il y a eu
il y a, il y a par exemple des parents qui ont eux-mêmes eu une éducation très laxiste, de ça, parce que c'est mai 68 et les retombées là. Mais je vois ça quand je donne des formations aux futurs jeunes instituteurs. Je donnais l'autre jour une conférence sur l'autorité et après, ils sont venus me trouver en me disant, mais ça n'a pas de sens de dire non. Donc pour eux, c'est très, très compliqué parce que peut-être que leurs parents et leurs grands-parents ne disaient pas non parce qu'il y avait... Mais dans, je dirais, l'arrière-fond de l'éducation, il y avait encore l'éducation des grands-parents qui traînaient dans les mots, dans les... hein, et là, il y avait des noms. Mais quand, au bout de 3 générations, le non est mal vu, je dirais, il y a un moment où il a perdu, pour une certaine génération, il a perdu son sens. Je dirais plus tellement les tout jeunes futurs parents maintenant, les 25-30 ans, là, ils commencent à dire, oui, mais bon, finalement, il faut qu'on vive aussi. Donc je trouve qu'il y a un rééquilibrage un petit peu. Ça dépend, mais il y a quand même certains jeunes qui disent bah oui, bah, ils se fâchent, ils se fâchent. Mais il y a malheureusement encore beaucoup, beaucoup de parents qui sont très, très inquiets de voir leur enfant en colère. Du coup, moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre le fait qu'un parent, il donne le choix à son enfant, bah, justement, d'aller dormir ou pas, de choisir ce qu'il va manger, de choisir ce qu'il va porter, de choisir comment est-ce qu'il va partir à l'école, est-ce qu'il va y aller en roller ou est-ce qu'il va y aller en skate, même à pied. Ah, voilà. Est-ce que tous ces choix-là, et j'imagine qu'il y a aussi une question d'âge de l'enfant, de quand est-ce qu'il est prêt à faire un choix, est-ce que tous ces choix-là, ce n'est pas finalement la reproduction de ce qui nous arrive à nous dans une société où on a beaucoup de choix, mais finalement, on voit bien que ce sont cette multiplicité de choix qui nous coince et on ne sait jamais vraiment ce qu'on veut et on est dans une insatisfaction chronique malgré tous ces choix-là. Tout à fait. Et alors, oui, vous dites plusieurs choses importantes. D'abord, reprenons l'idée de l'enfant à qui on dit tu vas en relais ou tu fais ceci, tu vas te coucher, tu ne vas pas te coucher. Alors, c'est vrai que l'autonomie, être à l'écoute, soutenir l'autonomie de l'enfant, c'est vraiment important. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les parents dire à l'enfant voilà, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'est-à-dire que finalement, il doit faire des choix pour des domaines qui ne sont pas les siens. C'est quand même pas lui à décider les repas de la famille. C'est la responsabilité parentale. C'est pour ça qu'il ne peut pas une fois choisir son repas, mais je veux dire. Et tout juste si on ne lui demande pas, d'ailleurs, toutes les publicités, demandez à votre enfant, c'est bien tel chauffage qu'il faut acheter. Regardez les publicités, pour des choses pour lesquelles les enfants n'ont aucune compétence, on dit bien, mais c'est votre enfant va vous dire que telle voiture est la bonne voiture. Alors là, je dirais, on déraille complètement au niveau de la société, on leur impose des choix qui ne sont pas les leurs. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que quand il s'agit de choix par rapport à, par exemple, s'habiller, choisir leurs vêtements, déjà petit, un enfant à 3-4 ans, il peut choisir s'il veut plutôt mettre son pantalon rouge ou son pantalon bleu. Ah, alors là, non. Ça ne va plus du tout. Parce qu'il ne va pas le matcher les couleurs, il ne va pas ceci, il ne va pas le là. Alors que justement, ça, c'est son rayon, s'habiller tout seul. Je suis ahurie de voir qu'on habille les enfants jusqu'à 6-7 ans, parce que oui, il faut que ça aille plus vite, parce qu'on est pressé pour l'école. Mais donc l'enfant est comme une marionnette qu'on habille. Par contre, cette marionnette choisit la voiture, le repas, l'heure du coucher. Vous voyez, il y a des choses qui vraiment sont très contradictoires et je dirais des choix vraiment. Il faut qu'il s'habille, qu'il choisisse ses vêtements, qu'il organise ses jeux comme il veut, ce qui le concerne. Là, c'est important.
de développer les choix. Qu'il s'habille tout seul. Ah ben, s'il n'est pas habillé, c'est pas grave, on part à l'école, habillé ou pas habillé, mangé pas à manger, ben je peux vous assurer que après 40 ans de consultation, au bout de 2 jours, l'enfant, il s'habille. Hein. Ouais. Parce que simplement, parce qu'il a compris qu'on lui en donne le droit. Hein. Et donc, cette histoire de consommation, et je vous rejoins aussi sur le fait que cette grande offre, on n'a qu'à voir, enfin moi-même, il y a des grands supermarchés, bon, je vais aller acheter du yaourt, il y a 40 sortes de yaourts, quoi. Quelquefois, c'est quand même beaucoup plus facile dans un plus petit supermarché. Ils ont 2 marques. Bon, je choisis entre A et B, et puis ça va vite, quoi. Ouais, c'est ça. Et, mais cette surabondance de choix fait que les gens ne savent plus jamais s'ils ont fait le bon choix, parce que peut-être ils ont choisi. Choisir, c'est renoncer. Hein. Alors j'ai choisi A, donc j'ai pas pris B. En fait, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de prendre B, ou C, ou D? Et donc, c'est vrai que ça ne facilite pas, je dirais, l'aisance, Ouais, l'acceptation de la vie comme elle vient. Ben oui, il y a 2 choix. On ouais, c'est prend. ça. En fait, c'est le phénomène d'acceptation que ça ne produit pas. Et du coup, si on n'est pas dans l'acceptation des choses de la vie, eh bien, on est plutôt dans la frustration et voilà, parce qu'en fait, on n'a jamais assouvi ce que l'on voulait vraiment. Ben non, parce que c'est le principe même du désir, c'est que dès qu'il est rempli, on désire autre chose. Donc, comme ça, si on fait tout le temps miroiter 1000 choses à désirer, c'est épuisant, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, ça finalement, les enfants qui choisissent la voiture, les enfants qui choisissent ce qu'il faut manger. En fait, il y a beaucoup de parents qui font ça et qui pensent qu'ils font très bien et qu'ils sont à l'écoute de leur enfant. Mais en réalité, ce que moi, je vois, quand j'allume la télé, par exemple, eh ben, toutes les publicités de voitures, on voit rarement les parents ou l'homme, c'est souvent les enfants qui vont mettre vraiment en avant. Donc, les enfants, ils s'éclatent à l'arrière. C'est vraiment une voiture géniale. Ils sont là avec vous, la famille, etc. Enfin, c'est vraiment finalement les enfants qui sont visés par ça. Tout à fait. Ils sont vraiment utilisés comme, finalement, ils sont utilisés comme objet de marketing. Hein. Et alors, il ne faut pas oublier que les enfants voient ces émissions, entendent ça. Donc, ils sont mis, malgré eux, dans cette position de Dieu, oui, de celui qui sait ce qui est bon pour la famille. Et donc, on les met dans une position où, imaginez-vous, comme quand ils ne sont pas d'accord, qu'on leur dit non, il faut aller à droite et qu'ils veulent aller à gauche, mais ils font des états de rage et de colère probablement plus grands que ce qui se faisait à l'époque, parce que c'est vrai que c'est incroyable quand dans le nombre de consultations que je fais, le nombre de parents qui viennent à cause des crises de leurs enfants. Hein, je viens parce que mon enfant fait des crises et ils sont extrêmement, extrêmement nombreux. Mais ce sont des crises, effectivement, où les enfants euh, sont tellement imbibés du fait que c'est leur désir auquel il faut être à l'écoute, que ce sont des crises, quand ce ne sont pas simplement des crises de colère, mais des crises où l'enfant se, se liquéfie parce qu'on ne suit pas son ordre. Parce que c'est comme si c'était sa mission. Comme si cette toute-puissance qui est normale chez le tout petit, la toute-puissance où effectivement l'adulte il fait tout pour un tout petit enfant, hein, un bébé on est là 24 heures sur 24, il y a un moment où petit à petit on lui apprend que ben non, il n'est pas tout puissant, mais toute cette société continue à par 1000 petits biais à faire croire à l'enfant que il a droit à cette toute-puissance, que c'est lui qui décide justement la voiture, le panier à linge, que sais-je, 1000 choses. Et donc, quand ils font ces crises, ce sont des enfants, parfois, hein, certaines crises, ce sont des enfants
qui, dans leurs pleurs, on les sent terrorisés. On les sent se liquéfier, on les sent tout à coup mourir. En fait, c'est comme si l'adulte, en ne faisant pas ce que l'enfant exige, l'adulte tue l'enfant. L'enfant a un vécu de destruction. Mes soldats ne m'obéissent plus, mes fidèles me sont infidèles, quoi. Donc, que vais-je devenir? Je n'ai plus de sens dans ma vie. Je suis un Dieu déchu. Et puis, on vient vous voir en disant, il manque de confiance en lui. Ben oui. Donc, ben oui, il a un Dieu déchu, c'est pas évident. Et donc, ces crises-là doivent être vraiment voilà, prises en main de façon petit à petit, aider l'enfant à comprendre que ben non, il est le chef de lui, mais il n'est pas le chef de la famille. C'est vraiment pas facile pour les parents aujourd'hui, vous savez. Parce que c'est d'autant moins facile qu'aujourd'hui, on est face aussi à beaucoup de familles qui sont ou monoparentales ou recomposées. Donc, on a aussi la place du beau-parent. Et comment donc? Je viens d'écrire un livre là-dessus, justement, sur la place des beaux-pères, parce que j'ai constaté qu'il y avait on avait écrit un peu sur les belles-mères, mais on n'a pas écrit sur le beau-père, quoi, le beau-parent de la famille recomposée. Et mon livre s'appelle Le nouveau parâtre pour expliquer l'importance, le rôle de cet homme dans la famille recomposée. Instinctivement, je dirais souvent, la maman dit laissez mes enfants, laisse-moi gérer. Mais ça, c'est complètement à côté de la plaque, parce que c'est une nouvelle famille. C'est pas parce qu'il n'est pas le papa biologique qu'il n'est pas, au même titre que la mère, responsable de l'organisation familiale, responsable de voir que les choses tournent, que les enfants obéissent, que je ne sais pas moi, que la famille continue à structurer. Et il y a là un petit peu une tendance aussi chez certains beaux-pères de dire oh, moi, je ne me mêle de rien. Mais alors, il faut être clair dès le début et savoir qu'en fait, ce n'est pas une famille recomposée, c'est monsieur qui a une nouvelle compagne, punt. Hein, ça s'arrête là. Ou il y a d'autres hommes qui disent bon, moi, je prends le package, je prends la femme et ses enfants. Ben, à ce moment-là, il est le père symbolique, il est là en tant qu'homme, en tant que père. Pas besoin d'être biologique pour être un père. Hein. Sinon, que feraient tous les pères d'enfants adoptés? Hein, je veux dire, c'est la même chose. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une... Il y a énormément, comme vous dites, de familles recomposées. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est la place du beau-parent. De faire comprendre aux gens que ce beau-parent, il a une place aussi importante, différente peut-être, mais aussi essentielle que le parent biologique. Mais comment est-ce qu'on ferait justement pour lui faire une place? Parce que à la base, c'était pas sa place. À la base, ce beau-parent n'était pas un titulaire. C'est la personne qui vient après, suite à un échec. Alors, est-ce qu'il prend la place de l'autre ou est-ce qu'il se fait lui-même sa propre place? Comment ça se passe? Voilà. Ça, c'est la question clé, parce que j'avais envie d'appeler mon livre Tais-toi, tu n'es pas mon père. Malheureusement, l'éditeur a voulu changer et mettre le titre, mais je trouve que c'était beaucoup plus parlant. Ouais. Tais-toi, tu n'es pas mon père, qui est le classique. Effectivement, il vient là, le beau-père, dans un premier temps, aux yeux de l'enfant, un peu comme un usurpateur. Mais il ne l'est pas du tout, parce que le couple parental existe toujours, mais il y a une nouvelle cellule familiale. Et ça, c'est une nouvelle cellule familiale qui vient, il y en a deux, puisqu'il y aura chez le père et chez la mère.
Mais donc, il reste les parents. Les parents continuent bien sûr à avoir leur place légitime, mais dans la nouvelle cellule familiale composée par la maman et son nouveau compagnon, on est dans un nouveau cas de figure dans lequel ce monsieur n'est en rien un usurpateur. Il fonde, parallèlement à sa compagne, une famille dans laquelle il a une place aussi essentielle que la mère. Mais ça doit vraiment encore faire son chemin, parce qu'évidemment, ça demande du côté du beau-parent énormément de doigté, de patience, de ne pas se vexer quand au début les enfants le boudent ou la boudent. Évidemment, pour une belle-mère, c'est un peu plus facile parce que son rôle est souvent aussi ménager. Elle fait la cuisine, elle doit s'occuper du linge, elle s'occupe de ranger les chambres. Et donc, il y a quelque chose où elle est plus facilement Intégré. oui, intégrée dans le coup. Une belle-mère parce que, voilà, où est mon jeans? Est-ce qu'on a le temps de le laver? Ouais. Elle va s'intégrer au fil des activités du quotidien. Mais c'est ça. Là où un beau-père, c'est pas pour dire, il y en a qui mettent bien sûr les mains à la pâte, qui font la cuisine, mais il a quand même souvent une place un petit peu de outsider au niveau de la vie tout à fait quotidienne. C'est quand même pas lui qui va penser à mettre la boîte à tartines dans le cartable ou voilà, des petites choses. Et donc, il doit être beaucoup plus à la fois patient, subtil, euh, pour prendre une place, mais une place d'autorité, une place où il soutient la maman, où ils sont à deux et c'est pas la maman qui doit à tout prix exiger de maintenant on arrête l'écran, tu me passes ton téléphone. Il doit pouvoir aussi dire ton téléphone, il est l'heure, tu me le donnes. Arrête, t'as rien à dire, t'es pas mon père, va te faire foutre, je fais ce que je veux. Eh bien, il devra avoir calmement le cran de dire non, tu ne fais pas ce que tu veux ici. Ta mère et moi, nous avons décidé que, et donc je te demande de me donner ton téléphone et je veille à ce que tu le récupéreras demain matin. Donc ça demande du côté de l'homme d'avoir de la carrure, quoi. Ouais, du charisme, un niveau de communication aussi assez élevé. Oui, oui. Pas simple. C'est pas simple. Mais par contre, quand ce chemin se fait, moi je suis épatée, sidérée de voir comme un beau-père peut être quelquefois plus qu'un père au niveau de guide, au niveau de questionnement avec des jeunes, de confiance, d'être vraiment le lieu où, où l'enfant se sent quelquefois plus en confiance. Par exemple, l'histoire des études. Vous comprenez, quand votre propre enfant est en échec, il y a quand même quelque chose où on se dit, mais zut, qu'est-ce que... Ah, enfin, on est touché dans notre orgueil parental. Ouais. Notre enfant est en échec, ça nous met un peu la boule au ventre. Si c'est l'enfant de votre compagne que vous aimez beaucoup, cet enfant auquel vous vous êtes attaché, parce que voilà, vous l'avez élevé, vous l'avez vu grandir aussi, eh bien, vous allez aborder avec lui l'échec scolaire ou de la prise de drogue ou quelque chose avec une bienveillance affective beaucoup plus détachée de votre ego que si c'est votre propre enfant. Parce que votre propre enfant vous renvoie à votre ego, à votre réussite, votre échec, votre machin. À notre histoire personnelle aussi. Ah oui, l'histoire personnelle. Tandis qu'un beau-père, moi j'ai vraiment déjà vu des beaux-parents faire, beau-père et belle-mère, hein, être des piliers de réassurance pour des jeunes parce qu'ils étaient là avec toute leur bienveillance, toute leur affection, finalement plus pure, parce que dénuée d'ego, simplement par
affection pour cet enfant. Hmm. Quand il n'y a pas d'enjeu personnel et qu'il y a cette distance, finalement, et qu'il y a une véritable intention de participer à la vie de l'enfant avec une bienveillance, finalement, on arrive à un résultat qui est vraiment super. Ah, super, super. Donc, à Rose sur le Baudet, par rapport aux familles recomposées, je veux dire, bon, parfois ça ne marche pas, mais quand les adultes sont des vrais adultes et peuvent prendre leur position d'adulte face à des enfants, même qui ne sont pas les leurs, moi j'appelle ça un cadeau de la vie. Hmm. Mais d'où finalement la nécessité aussi de ne pas surinvestir sa relation avec son enfant, finalement, hein. C'est Ah, peut-être là que... ça c'est une clé, hein. Ça c'est une clé, c'est savoir faire place à l'autre. Et c'est un peu ce qui arrive euh, dans certains couples plus âgés, où une dame épouse un monsieur qui a déjà eu des enfants. Madame a l'horloge biologique qui commence à faire ding-ding. Voilà, elle se met en ménage avec un... Et puis elle a son enfant, c'est la joie, c'est le bonheur, bien sûr. Et puis tout à coup, cet enfant, c'est tout son truc, quoi. Et lui, il a déjà eu des enfants, donc il devient souvent plus une attitude de grand-père. Hmm. C'est-à-dire, il n'a plus la force ou l'envie d'éduquer, de cadrer, de mettre dans le coin, que sais-je moi. Et puis, l'enfant est surinvesti par la mère. Et ça n'est pas facile, ces situations-là. C'est pas facile pour l'enfant. C'est vraiment pas facile. C'est important qu'un père reste le père, que la mère reste la mère, et que le couple reste en couple. Parce que dans l'enfant Dieu, vous savez, le nombre de jeunes couples qui me disent ah non, depuis que nous avons un ou deux ou deux enfants, plus jamais nous allons au restaurant nous deux. Ah non, on n'a pas confiance. Vous savez, on ne sait pas. Non, des babysitters, non, non. Oh, et mes parents sont un petit peu âgés, puis voilà. Non, non, on ne va plus. Alors, comment voulez-vous qu'un couple continue à fonctionner, hein, s'il n'y a plus de vie de couple, s'il n'y a plus ces instants essentiels du couple et que tout tourne autour de l'enfant, Mhm. devant lequel le couple, je dirais, se dissout presque pour que l'enfant soit dans son bonheur continu, oui, tout ce qu'on pense. Il y C'est a, important le couple, hein. il y a beaucoup de couples qui viennent consulter suite à l'apparition des enfants. Oui, ou ils viennent consulter avec leur enfant parce que l'enfant est très compliqué. Et puis, à ce moment-là, c'est quand même important de les aider à reprendre conscience que leur couple, c'est très important, qu'ils ne sont pas que des parents, qu'ils sont un couple, qu'il faut... Vous savez, il y a les cafés, vous, c'est le café échange, mais maintenant, il y a les cafés famille, là, hein, où on va le matin, enfin, on peut plus se séparer de ses enfants, quoi. Il faut tout faire avec les enfants. C'est sympa, hein, mais peut-être que de temps en temps, se retrouver à deux, se prendre une petite semaine de congé quand les enfants sont déjà un peu plus grands, trouver à les caser, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, pourquoi pas, quoi. Et parce que du coup, l'enfant, il envahit tous les espaces, et même les espaces intimes ou les espaces de Et c'est ça. complicité qui n'en sont plus. Bah oui, le nombre d'enfants qui ont des troubles du sommeil et qui dorment avec les parents, mais vous seriez ahuri, Hmm. ahuri. Enfin, c'est un excellent moyen contraceptionnel évidemment. Ça, c'est clair. Mais donc, il n'y a même plus, moi je suis sidérée, je vois des couples qui n'ont même plus leur intimité la nuit, quoi. Parce qu'ils sont trop occupés par leur rôle parental. Oui, et que l'enfant qui a une telle place doit tout contrôler, même la nuit. Il va voir si, il va voir, et c'est inconscient évidemment, il ne fait pas ça exprès, mais il doit contrôler. S'il a le tout pouvoir la journée, il faut qu'il ait le tout pouvoir la nuit aussi, quoi. Hmm. Et donc,
Et puis, il n'est plus rassuré, l'enfant, quand il se retrouve tout seul avec lui-même. Il a besoin d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Mais quand on a tout le temps du pouvoir sur l'autre, on n'a pas de pouvoir sur soi. Mhm. C'est cette fameuse crainte des parents de oh, écoutez, c'est terrible, elle dit qu'elle s'ennuie. Je suis culpabilisée parce que ma fille dit qu'elle s'ennuie. Ben, il ne faut pas vous culpabiliser, c'est très bien de s'ennuyer. Ça donne le Mhm. temps de penser. Hein, ben, c'est comme si ça donne le temps de découvrir quel pouvoir cet enfant a sur lui-même. Non, non, il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut que les parents épuisés reviennent du boulot, doivent encore s'occuper de l'enfant tout le temps, faire un au secours, quoi. Est-ce que le beau-parent, lorsque on va dire, je suis un beau-père, je débarque dans une famille donc monoparentale à ce moment-là, et donc la femme surinvestit un peu sa relation avec son enfant. Mais, et moi, je le vois. Est-ce que c'est dans mon rôle, d'après vous, de lui communiquer ça ou est-ce que je devrais me taire plutôt et m'en tenir déjà à ma position? Vous parlez. Je pense que c'est un cadeau pour l'enfant que d'intervenir, mais c'est extrêmement difficile. Je le vois parce que je vois ça très souvent dans mes consultations. Et en fait, le fait que moi, je puisse dire, mais votre compagnon a raison, hein, dans telle circonstance, hein, faites-lui confiance, que lui aille aussi coucher l'enfant, pas toujours vous. Hein. Ah, je veux maman. J'ai dit, c'est pas à l'enfant à décider qui va le coucher, c'est au couple. Hein. Alors, si vous décidez que c'est monsieur qui va coucher l'enfant et que l'enfant hurle parce qu'il veut maman, eh bien, c'est comme ça, c'est monsieur. Hein, ce sera le compagnon. Et l'enfant va hurler peut-être pendant un certain temps. Et puis ben, quand il verra que c'est comme ça, ben, il va devoir s'incliner. Et l'enfant aura deux référents et pas un. Parce que quand on n'a qu'un référent, eh bien, on est beaucoup plus fragile dans la vie. La nature est bien faite. Il y a des hommes et des femmes, il y a des pères et des mères. C'est deux jambes. Un enfant qui peut s'appuyer sur les deux référents, un homme présent, un père présent, qu'il soit symbolique ou biologique, on s'en fout. Un père présent, une mère présente, c'est un enfant qui s'appuie sur deux jambes et qui peut tenir deux mains différentes. Un enfant qui a comme référent maman, 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 eh bien, il est obligé d'accrocher ses deux mains d'un côté. Alors, si cette main-là le lâche, ben, il tombe dans le trou. Il tombe dans l'abîme. Parce qu'il n'y a pas d'autre main pour l'accrocher. Donc, c'est important qu'il soit père biologique ou beau-père. Il faut se rendre compte que c'est un cadeau pour l'enfant qui est deux référents. Et bien sûr, au départ, l'enfant, il veut faire sa loi, puisqu'il a eu sa mère pour lui tout seul, il ne va pas faire la place facilement. Il faut se battre pour sa place. Et c'est pour le bien de tout le monde. C'est à dire que les familles monoparentales, que ce soit père seul ou mère seule, font des efforts incroyables et sont vraiment des personnes incroyables de réussir à éduquer des enfants seuls. Et justement, c'est vraiment ça que on dit, quoi. C'est que l'enfant, avec ce besoin-là, en soi, d'avoir deux référents, le fait de représenter ces deux-là tout seul, c'est un travail qui est incroyable. Et bravo à vous, tout simplement. Ouais. Oui, c'est un travail, je dirais, c'est presque un travail impossible, quoi. C'est terrible, on ne sait pas en même temps materner et en même temps porter la casquette de la loi, hein, d'être donc c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et, et parfois, bon, il y a des parents qui se retrouvent monoparentaux parce qu'il y a eu des accidents de la vie, Bien hein, sûr. un papa ou une maman qui est décédé, et eh bien, un chapeau. Il y en a d'autres qui décident d'avoir un enfant tout seul,
quelquefois, je leur dis, mais c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est comme tâche, je dirais, je ne vais pas dire impossible, mais difficile, lourde. Ça, donc, il faut savoir à quoi on s'engage hein, quand on fait ça, parce que c'est magnifique, hein, mais À la fois, il faut pas savoir évident. dans quoi on s'engage, mais en fait, on ne peut jamais le savoir, parce que Non, devenir parent, c'est vraiment une transformation et tout à qui fait. est intérieure aussi. Oui, oui, on ne peut jamais le savoir. Vous avez On parfaitement peut raison. jamais le savoir. Quel genre de parent est-ce qu'on va être? On peut avoir les meilleures intentions du monde, avoir lu tous les bouquins, avoir suivi toutes les formations. Une fois que l'enfant il est là et qu'on le regarde dans les yeux, il y a tout qui s'envole et là, on se débrouille, quoi. On se débrouille avec ce qu'on est, ce qu'est l'enfant, absolument. C'est ça. C'est vraiment, on plonge dans l'inconnu. Et comme vous dites, on a beau avoir pris tous les, hein, lu tout, c'est chaque fois unique, c'est chaque fois inattendu, c'est la merveille de la nature, quoi. Mhm. On peut aussi ne pas avoir d'enfants et faire énormément pour l'humanité. Complètement. Et donc, voilà. Je trouve que les choix conscients, quelqu'un qui fait les choses en toute conscience, ah ben chapeau, parce que quelquefois ça manque un peu, quoi. Les gens, ils fonctionnent à l'impulsif, ils raisonnent pas toujours. Enfin, on est tous comme ça, il nous arrive des choses quand on s'est dit, oh, si j'avais un peu réfléchi, je l'aurais pas fait, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, quoi. Voilà, quoi. Mais bah oui, la vie est tellement multiple, chaque côté est digne de respect, donc quoi qu'il se passe. Mais est-ce que justement cette prise de conscience-là et les multiples prises de conscience qu'il y a eu, parce qu'on a quand même vécu une période qui a été difficile, le confinement par exemple, et le Covid que l'on vit encore aujourd'hui, est-ce que ça a été une période de prise de conscience particulière? Bon, écoutez, ça dépend un petit peu des gens, mais je pense quand même que oui. Dans une grande majorité, euh, ça a quand même fait à la fois, bon, ça a épuisé les gens qui avaient des petits-enfants. Ah, il faut reconnaître que quand ceux qui se sont retrouvés dans un appartement à bosser tous les deux sur leur ordinateur avec deux enfants en bas âge, moi je ne sais pas comment ils ont fait, mais je les admire du fond du cœur parce que moi je ne sais pas, j'aurais peut-être bien jeté les enfants par la fenêtre, mais, mais vraiment je trouve qu'il y en a qui ont dégusté. Mais ça n'empêche que malgré tout, même ceux-là qui en ont vu toutes les couleurs, ils ont quand même, quelque part, je trouve, beaucoup de personnes en ont retiré la joie de retrouver le lien proche, le, le fait de ne pas devoir être dès le matin hyper stressé parce qu'il faut arriver à l'heure. Donc un démarrage quelquefois plus calme, avoir pu découvrir, voilà, à la fois c'était lourd et à la fois c'était différent, quoi. Ça a un petit peu sorti des schémas habituels, fait découvrir de bêtement jouer en famille, par exemple. Mm. Il y a vraiment des familles où on a redécouvert le Monopoly, le Stratego, euh, ne pas devoir à tout prix courir tout le temps au foot, à la danse, à ceci, à cela. Eh ben non, il y a aussi moyen de vivre sans toutes ces choses où on court du matin au soir, parce que c'est là, j'en discutais encore hier avec un couple de parents qui se disaient, oui, euh, est-ce qu'on fait bien voilà, nous, notre enfant, il fait du foot et il devrait peut-être aussi faire de la danse. Ses parents
viennent avec la question, voilà, notre enfant fait 2 activités et les parents me disent, quoi, tes enfants ne font pas de musique? Et alors ils viennent me dire, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Drory? Oui, voilà, nous, on n'a pas envie que tous les jours, mon enfant ait une activité. Il en a une le mercredi, il en a une le samedi, il va au baladin. Et ils se sentaient mal parce qu'en fait, tout leur groupe d'amis, eh ben, les enfants font 4, au moins 4 activités. Mais ces enfants n'ont plus le temps de penser. Ils sont tout le temps enrôlés dans une activité, c'est très bien. Mais quand ils se retrouvent tout à coup sans activité, ben c'est comme s'ils tombent dans le vide. Ils n'ont pas acquis l'occasion de bêtement, chez des petits bêtements, jouer quoi, c'est tellement essentiel, du temps pour jouer, ou des ados, du temps pour s'ennuyer, pour se vautrer au fond du fauteuil, à rien faire. C'est important, hein. C'est aussi, parce que rien faire, c'est jamais rien faire. C'est penser que ses parents sont complètement idiots parce qu'ils font ceci, que lui, il ne fera jamais comme ça. C'est très important tout ça. Hein, c'est vraiment important, construire des projets de vie. Mais si on est à la bourre du matin au soir, on revient de l'école, vite, allez, hop, ton sac de gym, hop, ton violon, hop, tes ballerines. Les activités, c'est bien sûr, mais comme en tout, hein, faut doser, quoi. Faut doser, ouais. Puis surtout, c'est justement ça. Après, ça peut aussi créer des enfants qui ont peur de s'ennuyer. Ah ben oui, qui ont très très peur de se retrouver finalement face à eux-mêmes, simplement face à eux-mêmes. Mais en sachant qu'en plus que dans la plupart des activités, souvent il y a quand même une portée compétition. Il y a souvent un truc du genre, bah tiens, aujourd'hui on va apprendre ça, on va s'améliorer, on va progresser, on va devenir encore plus fort, on va devenir meilleur, on va être premier dans la compète. Et en fait, on est tout le temps dans la compétition. Donc le jeu n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a un autre objectif en fait derrière. Alors que jouer tout simplement par oisiveté, par ennui, on rentre dans une activité qui, en elle-même, est son propre objectif. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu, je dirais, un petit peu désolant parfois. C'est que vient se surajouter sur ces activités la performance. Hein, il faut à tout prix. Bon, si tu joues au violon, tu dois jouer bien. Mais peut-être on peut juste jouer au violon parce que j'ai envie d'essayer comment ça marche, quoi. Et que je joue parce que ça me fait... Voilà, parce que l'enfant, il aime ça. Comme vous disiez, je joue au foot, mais peut-être que je joue au foot parce que je trouve que c'est gai de courir derrière un ballon et d'être avec des copains et de tomber par terre et de se rouler dans la boue. Et que dès qu'on est dans... Oui, mais il faut bien jouer à tout prix. Ouais. Il fait quoi, le gosse qui est un peu maladroit, qui aurait aussi envie de jouer au foot, mais qui n'obtient pas d'occasion sur la cour de récréation parce qu'il ne joue pas assez bien. Et ça, c'est parfois désolant, ce côté. Vous savez, il y a des parents qui ont des enfants qui jouent au foot ou au hockey, puis les parents, ils sont tous là au bord du terrain. Hein. Hey, vas-y, bats-le, renverse-le. Mais j'ai assisté comme ça à des matchs et que je me suis dit, mais enfin, ces parents, ils sont fous, quoi. Ils sont là comme si ça dépendait de leur propre ego, dépendait de si leur enfant avait mis un goal ou pas, quoi. Enfin, et alors, la façon dont presque en dehors du terrain, les parents s'investissaient les bleus contre les rouges, quoi. Et allez les bleus, tapez la gueule aux rouges. C'est dingue, quoi. Enfin, ils sont ici quand même pour s'amuser, ces enfants. Ils ne sont pas là pour casser la gueule aux autres. Et donc, cette espèce de culture de la performance. À l'école, il faudrait que tout le monde soit premier de classe. Hein. Oui, c'est ça. C'est
mais tout ça vient aussi du fait que voulez-vous, avec le fait de la contraception, le regard sur l'enfant, le regard sur le parent a tout à fait changé. Hein. À l'époque, quand il n'y avait pas les moyens de contraception, ben, on avait des enfants qui n'arrivaient pas toujours au bon moment. Et on pouvait se permettre d'avoir un enfant, bah oui, ou dire, bon, bah oui, mais celui-là, il ne va pas bien, mais bon, hop, j'ai eu ce qui a suivi tout de suite, tu sais, moi, je n'ai pas eu le temps. Enfin, voilà, j'étais en plein remaniement, où je suis tombée au chômage, et puis, paf, j'avais eu ce gosse. Donc, il y avait une espèce de droit, entre guillemets, à l'échec du parent. Échec, c'est un grand mot, mais il y avait un droit d'avoir un enfant un peu moins doué, dernier de classe, ou même pas moyen, quoi. Un enfant moyen, un enfant normal, quoi. Mais là, avec la contraception, on est prié, puisqu'on a décidé d'avoir l'enfant, Voilà, on doit être heureux, on est prié de le réussir. Et donc, le parent, il doit être là à veiller, à donner tous les jeux pédagogiques pour développer l'intelligence de l'enfant, pour faire que à l'école, il soit hyper compétitif, quoi, qu'il soit hyper bon, qu'ils puissent montrer, eux, à la société qu'ils sont des bons parents. Ils ont donc pris la bonne décision d'avoir des enfants. C'est lourd. C'est lourd. Moi, je dis toujours, je suis contente d'avoir fait mes enfants. Hein. Parce que les faire maintenant, c'est quand même. Notre histoire. Oui, c'est lourd, quoi. Cette espèce de contrainte de réussite qu'ont les parents, l'air de rien, ça pèse, quoi. Mais du coup, parce que justement, maintenant qu'on est dans l'ère de l'enfant choisi, du coup, bah, on est responsable. Il faut qu'on assume sa réussite ou son échec. C'est en grande partie de notre faute. Et en tout cas, c'est ce que l'on va croire. Et par la suite, attendez, qu'est-ce que je voulais dire un peu mais c'est voilà. Mais c'est aussi la culpabilité aussi derrière. On rentre dans une ère où on devient coupable de tout ce qui se passe mal pour notre enfant. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui fait que je ne vais pas frustrer mon enfant parce qu'il va être malheureux. Je serai coupable d'un enfant malheureux. Et si un enfant malheureux, il va peut-être mal tourner. Il sera peut-être et hop, et ça s'enchaîne. Et donc le poids de cette culpabilité des parents qui doivent à tout prix veiller à ce que leur enfant s'adapte, soit bien dans la société, soit performant, soit sage à l'école, soit bon en sport, bien sûr tout à fait adéquat au niveau scolaire, enfin, soit un gentil enfant, bien habillé, enfin, je veux dire... qu'il ne déborde pas, ouais. Mais du coup, en fait, l'enfant, il se retrouve là avec lui, bah, il se représente lui-même, mais il représente aussi les attentes de ses parents. C'est ça qui est si lourd. Ouais. C'est ça qui est si lourd. Et ça, dans mon livre Au secours, je manque de manque, je pointe les paradoxes, comme à la fois l'enfant, il doit être là pour être heureux, mais en même temps, il doit être là pour répondre aux attentes parentales. Donc, il doit se rendre heureux, lui et les parents. Et donc là, on est en pleine contradiction que je citais pour es-tu d'accord d'aller te coucher? D'accord. Alors quoi? Il est en plein paradoxe. Il doit répondre aux attentes parentales. Oui, je suis d'accord. Mais s'il doit aussi répondre à son propre désir, il va dire non, je ne suis pas d'accord. J'ai envie d'aller me coucher. Et donc, les enfants sont coincés, les parents sont coincés tout le temps dans par exemple, un des paradoxes, fais comme tu veux, hein, le parent dit, dit à l'enfant, fais comme tu penses, mais fais aussi comme je pense. Ah oui, arrange-moi quand même. Ah oui. Donc, l'enfant doit penser comme le parent pense. Oui. Mais donc, à ce moment-là, ben, l'enfant, il est manipulé par le désir parental.
Il ne fait pas comme il veut, en fait. Il ne fait pas comme il veut. Parce qu'il y a un enjeu derrière par rapport au choix qu'il va faire. Ah ben oui, parce qu'il doit être quand même un bon enfant. Mais oui, c'est ça. Sinon, il ne va plus être aimé. Or, tout le monde sait que quand même, l'amour, c'est la chose de base pour grandir. C'est la nourriture de base. Et donc l'enfant qui fait sa crise, qui dit non, je ne veux pas me coucher, mais il est très, très culpabilisé. Lui aussi. Parce qu'il ne répond pas aux attentes. Et il a très peur qu'on ne va plus l'aimer. Puisqu'il ne répond pas aux attentes. Et donc, les attentes parentales, il y en a toujours eu. On a tous des attentes par rapport à nos enfants, bien sûr. Mais le poids aujourd'hui, avec la contraception, avec l'enfant qui doit être réussi, avec prouver que je suis un bon parent, le poids des attentes est beaucoup plus grand. J'ai dit, écoutez, moi, je peux vous dire que la génération de mes parents, ils n'avaient rien à en cirer d'être considérés comme des bons ou des mauvais parents. Ça, c'est des trucs, c'était des notions qui n'existaient pas. Ils étaient parents, ils éduquaient leurs enfants, pas à la ligne. Mais la notion de tu es un bon parent, un mauvais parent, enfin, je ne sais pas moi, est-ce que vous, dans les générations, vos parents étaient stigmatisés, ils élevaient leurs gosses, puis c'est tout, quoi. Oui, c'est clair. Oui, non, ils ne se posaient pas la question. Ils ne posaient pas toutes ces questions. Hein. Ils ne posaient pas toutes ces questions. Alors, pour les parents, aujourd'hui, c'est pas évident, quoi. Toutes ces questions, toutes ces... Mais est-ce que cette logique, justement, d'évaluation, ce n'est pas une logique de notation que l'on retrouve aujourd'hui partout? Est-ce que tu es allé dans un bon resto? Ok, eh ben, je te mets oui. Est-ce que tu es allé dans le truc? On évalue tout et on s'auto-évalue aussi. On est évalué sur les applications, on est évalué sur, voilà, même en tant qu'élève. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le prof il vous a plu? Est-ce que le cours il vous a plu? Est-ce que vous êtes un bon élève, un mauvais élève? Vous avez une bonne note, des mauvaises notes? Est-ce que vous êtes un bon salarié ou pas? Vous méritez la prime ou pas? Etc. Et là, maintenant, ça rentre vraiment dans le secteur privé. Oui. Et du coup, est-ce que vous êtes un bon parent? C'est la finalité, en fait. Bon parent. Tout est notifié, tout est binaire, quoi. On est dans le bon, on est dans le mauvais. Hein, on est un bon ou un mauvais. Et donc, oui, voilà, on doit tout le temps, quelque part, se justifier aussi. Oui. Justement, par rapport, comme vous disiez, l'hôtel, le resto, il reçoit un 8 sur 10. Et même, j'ai appris l'autre jour que si, je ne sais pas, pour un hôtel, on met, parce que c'était moyen, ou pour un employé, on demande est-ce que le réceptionniste a été aimable. Bon, on le trouve bien, mais voilà, sans plus, on met 7. Eh bien, 7, ça veut dire presque 0. Ça, c'est incroyable. Dans les algorithmes, si on est coté 7, on est dans les mauvais. Et que donc, toutes ces cotations, maintenant, il faut mettre au moins un 9 pour dire que c'était bon. Donc, toute cette notification, cette façon ça déshumanise, ça enlève la nuance, ça enlève c'est le blanc, le noir, c'est plus le gris. Alors, on vous donne une échelle de 5 étoiles ou de 10 étoiles, mais si vous mettez une étoile au milieu, non, ça va tout à coup à rien du tout. Donc, c'est stressant. Oui, toujours dans la performance. Stressante. Et c'est peut-être ça qui, le confinement, a pour certaines choses diminué ce stress. Parce que, voilà, on pouvait s'habiller un peu autrement le matin, c'était plus cool, il n'y avait pas la course de l'heure, il n'y avait pas, voilà, tout le temps ces notifications. Bon, chacun faisait son travail comme il fallait devant. Et puis pour beaucoup de gens, vite entre deux, on fait tourner une machine à laver, et quand on est au bureau, pas faire ça. Donc, voilà, il y a eu des bonnes choses.
Il y a été beaucoup de choses dans le confinement. Bah, ça nous a permis de ralentir aussi et de nous rendre compte que, en fait, en ralentissant, le monde ne s'effondrait pas. En fait, il était capable de ralentir finalement. Exactement, exactement. On peut même être plus épanoui en ralentissant finalement. Oui, mais Plus oui. voir sa famille, plus prendre du temps pour soi, justement prendre du temps pour s'ennuyer, Oui, travailler même bah, voilà, chez nous, faire les choses oui. autrement, Il y a des gens qui se sont remis à la cuisine complètement. avec le confinement, qui ont beaucoup plus préparé eux-mêmes des petits plats, ont découvert que finalement, c'est pas si compliqué et que c'est meilleur de préparer soi-même ses légumes que d'acheter des plats tout faits dans plein de sucre et de crasse dans les magasins, quoi. Hmm. Oui, il y a eu des choses difficiles, mais il y a aussi du bon. Du bon, comme vous dites, au niveau de retrouver des bases, quoi. Hmm. Retrouver des notions basiques de se donner le temps, de, de, de faire des choses simples et de découvrir que les choses simples, mais c'est très chouette. C'est très Pas chouette. obligé de courir à l'autre bout du monde pour avoir des belles vacances, qu'on peut aussi les passer ou c'est chez soi ou à 100 km, quoi. Est-ce que c'était pas aussi l'opportunité de se réapproprier le temps? Le temps finalement que l'on remplit à chaque fois d'activités, de travail. Après le travail, on va courir, après on revient, on doit faire à manger, après on doit regarder un film, peut-être un Netflix. Et en fait, finalement, bah, hop, après, il faut aller dormir, etc. Et en fait, il y a toujours un truc à faire à chaque temps. Et il n'y a jamais un moment où il n'y a rien. Et en fait, on devrait pouvoir mettre rien sur notre planning. En Oui, fait, oui, à ce oui, oui, moment-là, oui. de 13h à 16h, rien. Oui, oui, mais c'est là, je dois dire que les écrans sont quand même un fameux drawback parce qu'il y a beaucoup de gens en burn-out. Et alors, Ouais. voilà, on se dit, mais enfin, moi, dans mes consultations, quand je travaille avec des adultes, des avocats, des médecins, etc., ils sont quelquefois ahuris de voir comme les jeunes stagiaires ou jeunes médecins ou jeunes avocats, enfin des jeunes qui sortent des études, eh ben, le burn-out, il est quand même là très vite. Ils disent, enfin, ben, nous, ben oui, quelquefois, on doit travailler 2 heures de plus. Enfin, c'est pas maintenant, mais on ne se rend pas compte qu'il y a aujourd'hui une espèce de charge de choses qui occupe le temps. Mhm. Les réseaux sociaux, je dois faire mes mails, je dois. Je suis quand même engagée dans une partie de, je sais pas moi, de Scrabble avec celui-là, il faut que je prenne. Et puis, moi, je suis ahurie des séries. La place que prennent les séries dans la vie des gens. Il y en a Ouais. de plus en plus des séries. Et puis, les gens, évidemment, s'il faut en plus voir sa série, euh, aller faire quand même son sport, l'offre d'occupation est telle qu'il n'y a presque plus moyen d'écrire ce rien. Mhm. Il faut quand même avoir vu les mails, il faut quand même avoir regardé quels sont les derniers trucs postés sur Instagram, et puis il y a Telegram, et puis il y a Facebook, et puis vous savez comme moi, comme c'est Mhm. chronophage, quoi, C'est clair. tous ces trucs-là. Mais les gens, ils ont l'impression que s'ils n'ont pas justement vu le dernier Facebook que le copain lui a envoyé hier, bah, ça fait un drame. Et puis, il faut que j'ai vu ma série, donc il faut... Alors, en fait, moi, je comprends que ces gens partent en burn-out, quoi. Il y a toujours un truc à faire. En fait. Il y a toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire. Il faut une volonté de faire pour mettre ce rien, Mhm. mais qui, à mes yeux, est essentiel, ce temps de rien, Mhm. qui pourrait être simplement, voilà, on prend, les enfants sont couchés ou s'ils sont partis, on prend un temps à nous deux, ne fût-ce que 3 quarts d'heure tous les soirs, où on se dit, tiens, ben voilà, juste pour voilà, parler de sa journée, réfléchir, Voilà. voilà, quoi, qu'est-ce que j'ai appris? Ah, Être là. être là, quoi, être là simplement.
échanger. Tout simplement, quoi. En simplicité, en fait. En simplicité, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiel. Une question que moi je trouve que j'aime bien me poser tous les soirs, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Simplement, on apprend tout le temps quelque chose que quelqu'un vous a dit, quelque chose qu'on a entendu, mais c'est intéressant de prendre le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Parce que ça nourrit. Hein, plutôt que de prendre du temps pour qu'est-ce que j'ai mal fait aujourd'hui. Ça, tant pis, c'est mal fait, tournons la page. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a enrichi? En quoi la vie aujourd'hui est plus riche que hier? Je crois que c'est important, cette position. Et pour ça, ben, il faut que le jeune s'ennuie, il faut qu'on ait le temps d'accueillir l'enfant qui revient de l'école, pas avec des... Alors, ça a été à l'école, la maîtresse est contente, tu as eu des bons points? Ouais. Mais pouvoir lui dire, qu'est-ce qui t'a fait rigoler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as découvert? Quelque chose qui rend la vie vivante et pas, comme vous dites, normée, notifier, évaluer. Évaluer, oui, c'est ça, oui. Ouais, parce que lorsqu'on demande à l'enfant est-ce qu'il a eu des bons points, en fait, c'est une question de l'ego, finalement. Parce que si jamais j'ai eu des bons points, c'est que j'ai bien fait mon travail. Et du coup, il y a eu l'autre référent qui est l'instit qui a pu le valider. Vous avez tout compris. C'est pas pour rien que je me bats contre cette question, parce que, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, l'enfant, à ce moment-là, de nouveau, il est finalement plus utilisé que écouté. Oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est un outil, en fait. Ben oui. À un moment donné, hein. On l'utilise pour faire grossir notre ego ou pas. C'est un enjeu, en tout cas. Un enjeu, tandis que lui demander qu'est-ce qui t'a fait rigoler, bon, bah. On sait qu'on risque de ne pas être dans la liste, hein. Vu qu'on n'était pas là devant. Ça, c'est sûr. On n'a rien à voir avec ça, et donc du coup, c'est moins intéressant pour nous. Oui, c'est gratuit, quoi. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord, donc moi, gratuit, c'est pas facile. Peut-être que l'amour gratuit, c'est justement celui que peut donner plus facilement le beau-parent. Oui, c'est ça. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est de l'amour gratuit, parce que ça ne change rien à la vie ou à l'ego du beau-père ou de la belle-mère qui se met à l'écoute, qui donne des conseils ou qui écoute avec tout son cœur et qui permet voilà, à l'enfant ou au jeune de s'exprimer, de vider son sac, sa souffrance, de pleurer, que sais-je, de demander conseil. L'amour gratuit, c'est le plus beau. Hein. Ben, c'est ça, parce que ça permet de s'exprimer avec une certaine justesse. Oui. Et sans un gros enjeu, en fait. Oui, c'est sans être pollué de notre ego, de nos attentes, de tout ça. Une grande leçon que j'ai reçue, moi, dans la vie, par exemple, c'est, je ne sais plus quoi, un de mes enfants avait fait je ne sais pas quoi, et j'ai dit, ah ben là, je suis fière de toi. Il m'a regardé et il m'a dit, j'ai rien à en foutre que tu sois fière de moi. Je voudrais que tu me dises que je peux être fière de moi. Je vous assure que ça a été une claque que j'ai reçue, mais je ne l'ai pas oublié. Hein. Et c'est tellement vrai. Hein, quand l'enfant fait quelque chose, c'est important de lui dire qu'il peut être fier de lui. On n'a pas besoin de se mettre dans l'histoire, hein, de dire « je suis fière de toi, ni, grâce à toi, je suis une bonne mère.
Non, non. Pouvoir dire à l'autre, tu peux être fier de toi. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi et c'est toi que ça glorifie, si je peux dire. Et nos enfants nous envoient comme ça quelquefois des messages qu'on est prié d'écouter, quoi. On se construit, hein, on apprend de nos enfants apprennent de nous. C'est comme vous disiez tout à l'heure, le métier de parent, c'est l'inconnu dès le premier instant. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Mais par contre, là, ça peut aussi choquer parce que ça peut aussi, enfin, si jamais on le prend personnellement, ça peut faire mal. Ah oui. D'où la distance et la justesse de pouvoir raisonner à ce moment-là et comprendre ce que l'enfant, il nous dit vraiment. Oui, 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 oui. Et pas lui dire, c'est quoi ce bazar, comment tu oses, je suis ta mère, je parais dans ta chambre, je ne veux plus jamais entendre ça. Mais non, c'était une vérité évidente. Eh bien, écoutez, Diane, merci à vous, hein, Diane. En tout cas, c'est un échange super inspirant, franchement, et super riche. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est un plaisir double. Voilà, écoutez, c'est un plaisir en plus gratuit. Voilà, en plus, tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est vraiment bien. Merci beaucoup pour, je dirais, la subtilité de toutes vos questions, de vos réflexions. Ça permet d'aller plus loin, quoi. Donc, j'y ai pris beaucoup de plaisir, ce temps avec vous. Bonne suite à vos cafés-échanges. Merci, merci. Et bonne suite à vous alors aussi. Oui, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.